CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous. Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag. Ce soir au programme, dans quelques instants, j'aurai le plaisir de recevoir le rédacteur en chef de la tribune K, la revue K, les Juifs, l'Europe et le 21e siècle, en la personne de Stéphane Bou. Et en deuxième partie d'émission, je recevrai Yoni Haddad, qui est membre du comité directeur du CRIF Marseille-Provence et qui nous parlera de la cellule de veille, la commission juridique, qui est très active malheureusement en ce moment au sein du CRIF Marseille-Provence. Stéphane Bou, bonsoir. Bonsoir Karine. Alors Stéphane Bou, vous êtes rédacteur en chef de la revue K, les Juifs, l'Europe, le 21e siècle. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un petit peu de votre journal que l'on retrouve en ligne. Alors c'est une revue hebdomadaire qui paraît depuis maintenant 2 ans et demi, et en français et en anglais, et qui a pour vocation de rendre compte de la réalité, situation des Juifs d'Europe, des dialogues des Juifs d'Europe avec la diaspora, avec le judaïsme américain. Et c'est à la fois une revue qui a un pied dans l'université, on pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup d'articles d'histoire, de philosophie, d'analyse, de sociologie, et puis aussi dans le journalisme, avec des reportages, des enquêtes, des chroniques, et qui est une revue qui sait se mettre à la fois dans l'actualité, puis dans le temps long de la réflexion sur l'histoire de ce judaïsme européen. Voilà. Alors justement, Stéphane, on le voit très bien quand on a accès, puisqu'il est en accès libre. Voilà, c'est ça. C'est important de le dire. Puisqu'il est en accès libre, on le voit très bien quand on va dans les onglets où vous mélangez la politique, l'histoire, la culture, la philosophie, et ça donne sur certains sujets une bonne dimension à tous les niveaux en réalité. On essaye en effet de rendre visible, manifeste la présence juive européenne, mais dans un climat un petit peu problématique dans la mesure où les Juifs d'Europe, c'est à peu près 7% des Juifs du monde, si vous voulez. Donc on s'en rend peut-être pas bien compte en France, parce que la moitié, presque un peu plus de la moitié des Juifs européens sont en France. On pourrait même dire que la moitié des Juifs européens sont en Île-de-France, vous voyez. Donc le but, c'est quand même de faire une revue qui soit véritablement européenne, c'est pour ça qu'elle est en français et en anglais, où on questionne l'identité juive européenne aujourd'hui dans un contexte historique qu'on pourrait appeler post-Shoah. Voilà, qu'est-ce qu'il en est des Juifs en Europe aujourd'hui depuis la Shoah. Ça, c'était le point de départ de la revue, mais il est vrai que très régulièrement, on a été rattrapé par des actualités qui dépassaient, en fait, ou plutôt, l'actualité s'inscrivait de manière brutale dans le projet initial, et c'était pas forcément prévu de cette manière-là. Mais justement, on a été rattrapé. Justement, Stéphane, comment vous traitez l'information depuis les massacres du 7 octobre? J'imagine et puis on le voit, puisque je me suis intéressée, j'ai regardé, j'ai vu que vous avez déjà mis en place un thème qui s'intitule, et je l'ai vu à travers un article, et plus qu'un article, un massacre, des massacres. Vous commencez déjà à mettre en place des archives du 7 octobre et de la mémoire. Vous faites donc tout un travail d'archivage et de documentation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que on pourrait dire le 6 octobre, la veille, on avait un plan de programmation quasiment bouclé à peu près pour 2 mois déjà, avec des textes qui arrivaient. On était dans le fonctionnement habituel de notre revue. Puis est venu le 7 octobre, et là, on a décidé de ne pas publier le numéro habituel et de suspendre toute la programmation et de la planification qu'on avait prévue, tout l'ensemble des textes qui avaient été prévus. Donc, pas de numéro n'est paru, sinon un tout petit éditorial pour dire les conditions font que nous ne voulons pas faire comme d'habitude. À partir de là, très vite,
tout de suite, en vérité, presque en temps réel. Le sentiment qu'on a été passé d'une époque à l'autre s'est évidemment révélé à nous. Et tous ces textes qu'on a programmés et planifiés, alors sans doute ils seront un jour publiés dans la revue parce qu'ils sont en soi très intéressants, la question n'est pas là, mais depuis le 7 octobre, c'est vrai qu'on a repris un rythme de publication, mais qui a été exclusivement consacré à une analyse, une documentation, des réflexions sur le 7 octobre, et donc depuis maintenant presque 2 mois, oui, ça fait presque 2 mois aujourd'hui, cette semaine, on a fait 5-6 numéros avec chaque semaine 3-4 textes qui étaient des textes qui étaient propres à, disons, donner des éclairages, des boussoles, des manières d'appréhender l'événement. Il y avait des textes écrits par les membres de la rédaction, des entretiens qu'on a pu faire, des textes qu'on a lus dans la presse internationale et qu'on a fait traduire, des textes qu'on a commandés à des correspondants, entre guillemets, et des auteurs qu'on connaît aux États-Unis ou en Israël. Et on a, je dirais, publié une 15 de textes qui ont tous pour vocation de nous aider à nous orienter dans cette période que nous traversons. Donc, effectivement, depuis le 7 octobre, il y a le sentiment qu'on est dans une réalité nouvelle qu'il s'agit de documenter, et la revue s'est adaptée à cette nouvelle situation. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fois on est dans une réalité nouvelle, mais beaucoup de papiers de la revue précédemment avaient abordé des sujets qui aujourd'hui éclatent au grand jour, on pourrait dire. Par exemple, je vous donne 2-3 exemples. La question de ce qui se passe dans les campus. La question des mobilisations étudiantes telles qu'elles ont pu prendre une dimension absolument vraiment très très remarquable depuis le 7 octobre. Ça, c'est des choses qu'on avait souvent traitées. Le rôle de certains discours, d'une forme de discours antisionistes au sein des campus du point de vue des étudiants, mais aussi du point de vue de certains professeurs. Ça, on avait fait des articles là-dessus. La question de l'ambiguïté du discours dans une partie de la gauche, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est des choses sur lesquelles on avait fait beaucoup de papiers. Vous voyez bien qu'à la fois le 7 octobre nous fait basculer dans une nouvelle réalité. C'est un événement qui fait force d'événement, c'est-à-dire il a sa singularité propre qui nous a tous tétanisés, mais en même temps, on pourrait dire qu'il s'inscrit dans en tout cas du point de vue de la réception, notamment dans la diaspora, mais même en Israël, dans une continuité que d'une manière ou d'une autre, on avait parfois souvent abordé. Les questions la question de l'antisémitisme dans les pays occidentaux aujourd'hui, on l'avait abordé. Évidemment, c'était un des cœurs de nos problématiques. Voilà, c'est en ce sens que je voulais dire qu'il y a un travail, qu'il y a un sentiment de rupture, mais aussi qu'en même temps, de continuité par rapport à ce qu'était la vocation de notre revue depuis 2 ans. Stéphane, est-ce que vous avez conscience, pour en revenir donc sur la façon de travailler, surtout sur le travail d'archivage et de documentation, que vous, dans l'immédiateté, c'est-à-dire c'est ça qui est fou, vous contrecarrez en faisant ça les thèses négationnistes qui émergent déjà? Alors, écoutez, je dirais que dans un premier temps, nous, il y avait vraiment offrir des outils de réflexion. Alors après, il y avait évidemment très vite, ça fait partie des outils de réflexion, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Comment qualifier cet événement? Quoi en dire? Alors évidemment, en Israël, le travail de documentation, d'archivage, d'enregistrement des témoignages, il a été tout de suite mis en place, on pourrait dire quasiment en temps réel, et on s'est fait l'écho évidemment de ce travail. C'est un travail qui est entamé, qui est en cours et dont on doit être un des relais, ça c'est certain. Puisque évidemment c'est un événement qui a une ampleur considérable, et donc qui mérite d'être tout simplement documenté. Et évidemment, on contribue avec nos moyens, nos contacts à se brancher sur ce travail. Mais ce travail d'archivage et de documentation, il est d'abord celui des Israéliens en ce moment même, évidemment. Choisir
choisir, excusez-moi, choisir les mots justes est important dans notre période? Ah bah écoutez, ça a été, je dois dire que c'est important dans notre période plus que jamais, mais c'est important dans toutes les périodes, on pourrait dire. Je vous donne un exemple sur lequel on avait pas mal travaillé, la qualification, enfin l'usage de mots, notamment dans la critique antisioniste, mais pas que antisioniste d'ailleurs, parce que ça vient aussi de la gauche israélienne, mais par exemple des mots comme apartheid, nettoyage ethnique, génocide. C'est des mots sur lesquels sur lesquels on avait beaucoup travaillé déjà avant. On avait fait un gros dossier sur la question de quelle est la force, quel est l'usage, quelle est la valeur d'usage et pourquoi on utilise par exemple l'expression apartheid. Alors, ce qui était très intéressant de constater à l'époque, c'était que beaucoup de gens de gauche en Israël, des activistes du camp de la paix notamment, utilisaient ces mots-là à des fins de stratégie politique, notamment pour mobiliser évidemment les gauches du monde entier pour les aider dans leur combat, pour que soit reconnue la situation des Palestiniens dans leur pays et pour poursuivre un travail de militant, quoi. Mais ils faisaient ça, disons, en chemise de gauche, on pourrait dire. Alors, évidemment, aujourd'hui, ils se retrouvent complètement coincés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont enflammé le débat avec des mots qui n'étaient pas appropriés. Et, par exemple, dans un des numéros récents qu'on a fait un entretien avec Adam Raz, qui est un historien israélien qui a travaillé notamment sur les événements de 48, sur les questions d'occupation, qui est un activiste, un militant de la paix, et qui n'avait pas peur d'employer ces mots-là, et puis il s'est rendu compte le 8 octobre que la gauche avec dont il croyait qu'ils étaient des partenaires aux États-Unis et en Europe, le suivait plus, quoi, tout simplement. Et donc il a écrit une grande lettre ouverte pour s'insurger de la manière avec laquelle on ne reconnaissait pas ce qui était arrivé aux Israéliens. Mais évidemment, une des questions qu'on lui a posées, c'est est-ce que vous vous rendez compte que quand vous employez hier ces mots-là, apartheid, c'était problématique. Et évidemment, il se rend compte d'une situation qui lui échappait à ce moment-là, si vous voulez. Donc, c'est effectivement les mots justes, c'est très très important, c'est capital même. Et je dis ça en essayant d'aborder tous les points de possibles, c'est-à-dire qu'on peut être, disons, un homme de gauche israélien très préoccupé par le sort des Palestiniens, par la politique israélienne, etc. Mais il faut savoir, par exemple, si on veut dire, par exemple, la situation des implantations en Cisjordanie, il faut pas savoir la nommer, dire qu'il faut, de leur point de vue, s'insurger contre ça, évidemment, lutter politiquement, mais le dire d'une manière qui soit effectivement ajustée à la situation telle qu'elle est. Parce qu'évidemment, quand on dit apartheid, quand on dit nettoyage ethnique, quand on dit génocide, évidemment, un régime qui porterait ce type de valeurs, on lui délégitime son droit à l'existence, tout simplement. Donc il faut dire les choses effectivement avec beaucoup de précision, de justesse, même dans la critique. Et même dans la critique la plus virulente. Stéphane Bou, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue K, Les Juifs, l'Europe, le XXIe siècle, qu'on retrouve bien en ligne, sur le net, en accès libre, mais que si on a envie, on peut quand même faire un don, j'imagine. Avec plaisir, ça nous aidera et ça nous fonctionnera. Merci infiniment, à très bientôt Stéphane. Invité dans CRIF Mag, Yoni Haddad. Yoni Haddad, bonsoir. Bonsoir. Alors Yoni Haddad, vous êtes avocat, mais à côté, vous faites partie du comité directeur du CRIF Marseille-Provence et vous travaillez dans une cellule qui a été créée il y a quelque temps, mais qui est devenue très active, je serais tentée de dire malheureusement, c'est ce que l'on appelle la cellule juridique du CRIF Marseille-Provence. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de cette cellule ? Bonsoir Karine, merci de m'inviter et par mon intermédiaire de faire un peu le jour sur le travail que nous essayons de mettre en place et de réaliser au sein du CRIF. En effet, je suis membre du comité directeur et il y a au sein du CRIF, une commission juridique, une cellule, comme vous l'avez appelé, une commission juridique qui est assez ancienne, mais qui malheureusement est très active en ce moment, compte tenu de la recrudescence d'actes antisémites. Cette commission juridique a plusieurs objectifs et c'est important
que ce message passe sur les ondes, parce que le premier objectif de cette commission, c'est de permettre au CRIF d'assurer et d'assumer l'une de ses missions principales, qui est la lutte contre l'antisémitisme. Et Dieu sait qu'en ce moment, nous en avons besoin. On recense plus de 1500 actes antisémites depuis le 7 octobre. Et cette commission juridique, comme je le disais, assez ancienne, est très active en ce moment, s'est renforcée. Il y a des avocats au sein du comité directeur, mais il y a aussi des avocats qui ne sont pas dans le comité directeur, qui ont accepté de prêter leur concours. Et d'ailleurs, je dois le dire, des avocats de la communauté, mais aussi parfois des avocats à l'extérieur de la communauté qui, compte tenu de l'enjeu, n'hésitent pas à nous dire que si on a besoin d'eux, ils sont là. Cette commission, elle est importante parce que, comme je le disais, elle doit être un lien entre la victime d'un acte antisémite et la justice. Et c'est ça que se propose de faire le CRIF par l'intermédiaire de cette commission juridique. Nous avons mis en place une hotline dont on peut donner, ou peut-être que vous pouvez diffuser à l'écran le numéro. C'est une ligne que chacun peut appeler s'il est victime d'un acte antisémite, afin que des avocats puissent l'aider dans sa démarche, soit pour directement signaler un acte antisémite sur Internet par l'intermédiaire de la plateforme Pharos, qui est une plateforme gouvernementale, soit pour l'aider à déposer plainte, à suivre le dossier et, si nécessaire, à l'accompagner au tribunal, avec à ses côtés le CRIF lorsque la circonstance aggravante d'antisémitisme sera retenue par le tribunal et par la poursuite. Alors Yoni Haddad, tout ce que vous venez de dire est riche en enseignements. Alors, d'un côté pratique, et vous l'avez dit, mais j'aimerais bien que vous l'expliquiez. On va dire, une personne lambda est victime d'un acte antisémite. Vous, la première des choses à faire, c'est qu'elle doit aller dans le commissariat, dans un commissariat le plus proche, faire un dépôt de plainte, parce que c'est très important, et le premier acte, c'est un dépôt de plainte, finalement. Oui, c'est un dépôt de plainte, et d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'on entend depuis quelques jours, quelques semaines, un débat nauséabond qui tendrait à remettre en cause l'existence de ces actes antisémites qui ont fait l'objet de la marche dont vous avez déjà parlé, oui. En disant c'est des signalements, c'est pas des actes, etc. Donc, bien entendu que j'encourage chacun qui subirait un acte antisémite à aller déposer plainte. Et d'ailleurs, on doit souligner, on peut le souligner, mais on doit le faire. Le gouvernement met des moyens considérables et a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, et chaque acte antisémite fait l'objet d'une enquête, et si les éléments sont réunis, fait l'objet d'une poursuite. Et nous avons, il faut le dire, des instructions auprès des parquets et des parquets généraux pour que les actes antisémites, s'ils sont réunis, soient poursuivis. Donc, bien entendu, j'encourage quiconque, je le souhaite à personne, mais j'encourage quiconque, s'il subit un acte antisémite, à aller déposer plainte au commissariat. Et on peut l'aider en amont pour lui dire où aller, comment aller, même si vous pouvez aller déposer plainte dans n'importe quel commissariat. Et on peut l'aider en aval de cette plainte, une fois que la plainte est déposée, pour suivre le dossier auprès du parquet. Et si un procès est organisé contre l'auteur des faits, à assister la personne devant le tribunal pour que la personne soit condamnée. Nous le faisions déjà, nous le faisons actuellement, et nous allons le faire à chaque fois qu'un membre de la communauté en aura besoin. Alors, est-ce que, quand il y a, bien évidemment, une circonstance aggravante d'antisémitisme, vous pouvez ester en justice pour la personne qui subit être son avocat, finalement? Alors, il faut distinguer deux choses. Lorsqu'un acte antisémite est commis, ou lorsqu'un acte, par exemple, de violence est accompagné de menaces antisémites ou d'injures antisémites, ce qui, dans ce cas-là, est une circonstance aggravante, il y a deux possibilités, il y a deux choses. Le CRIF en lui-même, l'institution CRIF,
est disposé et est habilité par ses statuts à se constituer partie civile, c'est-à-dire à aller représenter la communauté qui subit un préjudice de par l'acte antisémite. Donc le CRIF en lui-même, l'institution, se constitue partie civile pour aller renforcer le dossier. Et à côté de cela, nous nous organisons pour que la victime elle-même, au-delà du CRIF, la victime elle-même, celle qui a subi l'acte antisémite, soit assistée par des avocats. Alors, bien entendu, la personne a le droit de choisir son avocat, le choix de l'avocat est libre, mais si elle a besoin d'être conseillée, voire à être assistée, eh bien le CRIF est là pour ça. Et d'ailleurs, nous l'avons fait régulièrement. Vous avez dû entendre parler d'une affaire qui a un petit peu défrayé la chronique dans la région PACA. C'est l'affaire du dénommé Christophe Chalençon. Qui est une ancienne figure des Gilets jaunes, le mouvement dont il s'est éloigné, et qui est en fait maintenant une vraie figure de l'antisémitisme, puisque nous avons dénoncé des vidéos, des écrits antisémites. C'est un homme qui, et c'est maintenant courant, mais c'est démasqué, sous prétexte d'employer le mot sioniste, se permettait en fait d'insulter les juifs, de menacer les juifs et de commettre des injures et des actes antisémites. Eh bien, nous avons assisté une de ces victimes, et le CRIF était présent à son procès. Nous l'avons fait condamner. Il a été même incarcéré, c'est-à-dire qu'il a été en prison pour les actes qu'il a commis, parce qu'ils étaient réitérés, et notamment des incitations à la haine et des injures à caractère antisémite. Donc voilà, cette affaire, c'est le résumé de ce que l'on peut aider à faire dans ce genre de dossier. Alors finalement, dans cette commission juridique, il y a plusieurs axes. Vous avez très bien parlé et mis en avant l'axe d'aide aux victimes, l'axe où vous êtes plus en avant pour des, entre guillemets, personnalités qui se rendraient coupables de propos antisémites, ou porteurs de haine, etc. Est-ce qu'à côté, vous avez, entre guillemets, je dirais, une cellule de veille qui va un petit peu être attentive à certains propos qu'on pourrait voir via les réseaux sociaux, etc., puisque vous parliez vous-même de la plateforme Pharos. Oui, alors, là-dessus, en fait, c'est un petit peu l'équipe qui travaille non pas à la lumière, mais dans l'ombre, parce qu'il y a la lumière des procès, mais il y a aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais aussi ailleurs. Et s'agissant des réseaux sociaux, nous avons au sein de la commission juridique des avocats spécialisés dans le numérique, et nous veillons à ce que lorsque des comptes à forte audience tiennent des propos antisémites, et c'est arrivé malheureusement depuis le 7 octobre, nous avons la possibilité de saisir les plateformes, les Twitter, les Facebook, et lorsque les règles de ces plateformes ne sont pas respectées, et s'agissant de plateformes américaines, eh bien, elles sont très à cheval sur l'antisémitisme, eh bien, nous pouvons obtenir la suppression des comptes. Pas la suppression du post, la suppression des comptes. Et vous savez que pour un influenceur, par exemple, eh bien, le compte Twitter, le compte Instagram ou le compte TikTok, c'est son fonds de commerce. Son fonds de commerce, donc, nous avons la possibilité de demander aux autorités, en tout cas aux plateformes, la suppression des comptes lorsque certains messages ont un caractère antisémite établi ou qui appellent à la haine. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, c'est au contraire ce qui peut se passer lorsqu'il y a des meetings, des réunions, et on en voit fleurir en ce moment, parce que il faut bien entendu distinguer la défense de la cause palestinienne du prétexte de la défense de la cause palestinienne pour venir vomir tout simplement son antisémitisme, son antisionisme, sa haine d'Israël et des Juifs. Eh bien, là-dessus aussi, nous veillons lorsque des manifestations, des organisations, des meetings sont organisés par des groupes, des associations qui ne sont pas, qui n'ont pas rubis sur l'ongle, ou même, vous pouvez le dire, par des partis politiques.
Oui, ou par des partis politiques, bien sûr, mais lorsque, par exemple, l'association qui organise tel ou tel événement pour parler de l'apartheid en Israël est une association, en fait, qui a été créée il y a 6 mois et dont on ne connaît pas ni les statuts, ni la prétendue respectabilité, eh bien, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle puisse tenir une manifestation où on parle d'Israël apartheid, qui vont être forcément des appels à la haine. Et nous obtenons régulièrement l'annulation de ces réunions, de ces meetings, où lorsque telle ou telle commune s'est laissée abuser et a prêté un local, à ce que la commune, alertée par le CRIF, revienne et ne prête plus son local pour la tenue de ces réunions. Alors après, lorsque ce sont des partis politiques, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont des services d'ordre, ils ont de quoi assurer un certain ordre, mais ça ne nous empêche pas, et nous le faisons régulièrement, encore une fois, depuis le 7 octobre, d'être attentifs. Et dès que nous avons une possibilité, ou dès qu'il existe un risque de trouble à l'ordre public, d'appel à la haine ou à la haine des Juifs ou à la haine tout simplement d'Israël, eh bien, de solliciter l'annulation de tel ou tel événement. Alors Yoni Haddad, avant de se quitter, dernière question. Vous êtes avocat, je le disais, depuis un certain moment. Vous marchez, si je ne m'amuse, même dans les traces de votre père, qu'il était lui-même. On se souvient de lui en tant que dirigeant de la communauté de Toulon, hein, c'est ça. Donc, bon. Dire que les actes antisémites montent, ça c'est une réalité malheureusement depuis le 7 octobre. Ça devient même exponentiel. Moi j'ai arrêté, je vous avoue, de regarder les chiffres au bout d'un certain moment parce que c'est vraiment vertigineux et exponentiel. Mais vous, dans votre métier, au sein de cette commission, au sein de ces actes antisémites, est-ce que vous sentez vraiment une violence exacerbée qui monte et qui est dangereuse ? Je sais qu'elle est compliquée, ma question. Non, la question, elle est compliquée parce que on nous fait ce mauvais procès de victimisation et vous savez, le peuple juif, ça fait 5000 ans ou 6000 ans qu'il souffre et 6000 ans qu'il est debout. Donc pour des victimes, on se tient droit et on va continuer à le faire. Et si vous me permettez, la première des choses que je voudrais dire, c'est quand même le paradoxe qui existe dans cette situation où en réalité c'est Israël qui se fait attaquer le 7 octobre avec des actes d'une barbarie et d'une atrocité sans nom, et c'est pourtant dès le 7 octobre que les Juifs du monde entier aussi se font attaquer. C'est-à-dire que cet événement du 7 octobre semble avoir résonné comme une permission pour tous les antisémites du monde d'agir. Elle était en quelque sorte un prétexte. C'est un prétexte et c'est comme un feu vert. C'est-à-dire que nous avons les antisémites du Hamas qui ont commis leurs atrocités et nous avons, par cet intermédiaire, tous les antisémites du monde qui se sont dit, eh bien, pourquoi pas nous à notre échelle? Alors évidemment, heureusement que tout n'est pas du même niveau que cette barbarie, mais vous savez, lorsque vous avez dans la rue quelqu'un qui porte la kippa et qui se fait insulter, ou lorsque des mezuzahs sont arrachés ou effets indirects enlevés par leur propriétaire parce qu'on a peur, eh bien, c'est ça, la violence, elle est là, elle est subie par nos concitoyens de confession juive, par notre communauté, elle est subie et elle est bien réelle. Il faut pas douter de cela. La situation des Juifs en France est un petit peu difficile en ce moment, mais comme je vous l'ai dit, et puisqu'on arrive au terme de cet entretien, il faut essayer d'avoir une lueur d'espoir. Le peuple juif, c'est un peuple qui se tient droit. Alors nous, dans le cadre de notre institution, on fait tout pour lever la tête et ne rien laisser passer. Il faut que la communauté aussi lève la tête, continue à agir, continue à se réunir et lève la tête parce que c'est la seule façon pour montrer aux méchants, à nos ennemis, qu'ils n'auront pas raison, et ils n'ont ni raison, ni ils auront raison de nous.
Alors, je serais tentée de dire, Yoni Haddad, puisque nous sommes en période de parole de paix, et vous parliez tout à l'heure de victimisation, des procès que l'on nous fait. Je pense que la communauté juive, dans le monde entier d'ailleurs, ne demande qu'une seule chose. Je pense que c'est qu'on lui fiche la paix. Eh oui, c'est la paix. Eh bien, écoutez, Karine, on arrive rapidement et bientôt dans la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est la lumière, c'est l'espoir. Oui. Alors on va espérer par l'intermédiaire de ces lumières, et peut-être même avant, que tous les otages soient libérés. Exactement. Sans exception, et que on arrive, que l'État d'Israël arrive à mener son opération là où elle doit la mener, en limitant, comme elle essaye de le faire, les pertes civiles, mais en visant les ennemis du peuple juif et de l'État d'Israël. Et quant à nous, prions pour pouvoir en 7 jours, pourquoi pas, éclairer le monde. Je vous remercie, Yoni. Merci, Karine, merci de votre invitation. Au revoir. Bonsoir à tous, CRIF Mag est terminé. Prochaine édition dans 15 jours. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. Karine Benarous.